Mais c'est toi qui dois me lancer. Ah oui, c'est moi. Bon, on va parler d'un... te zapper. Encore. Ça sert à rien que je vienne. Ouais. Là, on va attaquer peut-être un sujet un peu sérieux, un sujet de société qui est très médiatisé à chaque fois. Mais c'est aussi un sujet qui touche d'autant plus un réanimateur, mais pas seulement, un médecin, des soignants en général. C'est toute l'humanité que l'on retrouve à la fin de sa vie. On aborde effectivement un sujet de société en fait ce soir, messieurs, dames. Vous savez que là on se lamente parce que les projets de loi, les bons projets de loi ne sont pas proposés, ne sont pas écrits. Mais il y a en plus des projets de loi qui sont écrits qui nous inquiètent beaucoup. Et ce soir on va vous parler du projet de loi qui concerne l'aide à mourir. Donc là on parle d'euthanasie, de suicide assisté, tous ces mots-là. En fait, il y a une dynamique très importante au niveau une dynamique législative pour très vite légiférer là-dessus. Et quelqu'un comme moi qui a appris la réanimation avec le monsieur qui est là, la tête basse, le docteur Hugues Georges, qui m'a tout appris, vous pouvez l'applaudir. Voilà, par ici. Je peux vous dire que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Et à côté de lui, c'est un copain de promo, Guillaume Bouquet, qui est chef de service en soins palliatifs à l'hôpital de Tourcoing. En fait, ces médecins-là vont vous donner leur avis sur la nécessité ou pas du recours à l'euthanasie. Qu'est-ce que ce débat-là vient faire aujourd'hui? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui? Eh bien, c'est des gens qui vont vous expliquer que peut-être on aborde le sujet d'une drôle de manière. En tout cas, ça mérite de se poser la question. Vous vous êtes répartis, c'est d'abord Hugues ou... Voilà, je vous remercie d'applaudir encore le docteur Hugues Georges, qui est un de mes maîtres absolus. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va se partager avec Guillaume qui est médecin dans le service de soins palliatifs à Tourcoing le court exposé ici qu'on va vous faire sur un sujet qui est délicat. Donc vous le savez, dans quelques semaines, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, il y aura un projet de loi qui va être posé sur la table et pour lequel les députés et les sénateurs vont voter. Alors le président de la République a pris la parole dans les médias il y a peu de temps, il y a quelques semaines, pour mettre sur la table les grandes lignes du projet à venir. Donc, on parle d'aide à mourir, d'aide active à mourir. Les principaux points qui ont été avancés par le président nous disent que les patients concernés devront avoir un discernement plein et entier, qu'ils seront atteints d'une maladie incurable, avec un pronostic engagé à court et moyen terme, et puis qu'ils seront en présence d'une souffrance psychologique et physique incurable aux différents traitements ou accompagnements qu'on peut leur proposer. Alors c'est l'évolution de la société, d'autres pays l'ont abordé avant nous. Je pense que dans la majorité, les soignants sont opposés à ce projet. Alors, on va essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, pronostic à court et moyen terme. Moi, moyen terme, ça me dérange. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est 6 mois, c'est 1 an, c'est 2 ans. En tout cas, je pense qu'on connaît tous des patients à qui on a dit vous en avez encore pour 6 mois, puis qui viennent nous voir en consultation au bout d'1 an en disant vous voyez, je suis toujours là. Donc, je pense que ça peut amener des dérives sur lesquelles il faut être très prudent. Après, on va faire des statistiques. En France, on aime bien, on va faire des statistiques. Dans 5 ans, dans 6 ans, on va dire les gens qui ont eu recours à l'aide active à mourir, numéro 1, c'est, je vais dire n'importe quoi, c'est la fibrose pulmonaire. Ou alors numéro 2 ou numéro 1, ça va être la maladie de Charcot ou le cancer du pancréas. Super. Et puis quand on va vous diagnostiquer, à vous, à vos proches, cette maladie-là, quelle image on va renvoyer? Voilà, je viens de te diagnostiquer une maladie pour laquelle, tu vois, en tête, c'est des demandes. Bon, là aussi, je pense qu'il faut être très prudent par rapport à tout ça. Moi, quand la loi Claes-Leonetti, elle est sortie, il y a quelques années, j'ai dit super. C'est vraiment la loi qu'il nous faut à l'hôpital, que ce soit aux urgences, en réanimation, dans les services de gériatrie, dans les services de soins palliatifs. Mais notamment, moi, ça va m'aider dans mon métier de réanimateur. Super. Et en 2024,
Toujours super, j'ai besoin de rien d'autre. Moi, elle me suffit, cette loi. Et les gens ne la connaissent pas. Dans la société civile, ne la connaissent pas. On nous donne la profonde et continue, avec pour but de soulager les souffrances physiques et psychologiques, quelle que soit la dose qu'on administre, au risque d'abroger la vie et d'accélérer la mort. J'ai envie de dire, on n'en a pas besoin de plus. Et ça, on le vit au quotidien. Ça veut dire que, et ça, on le pratique tous les jours, l'administration de morphine ou d'hypnovel, on peut la donner pour des patients conscients qui nous le demandent, pour des patients inconscients, mais ça va très vite d'avoir un avis collégial. Et puis les patients décèdent quelques dizaines de minutes, parfois moins, à quelques heures, mais jamais plus. Jamais plus. Et ça, c'est quelque chose qui est légal, dont on a, et qui nous rend énormément de services aux patients et aux familles. Voilà. Alors, dernier point, mais je vais laisser la parole à Guillaume. Bien évidemment qu'on manque de structures de soins palliatifs, que les gens ne le connaissent pas. Moi, pour faire appel à eux, quand des patients ou des familles ont affaire à eux, ils ne sortent plus du système. La prise en charge, elle est optimale et les gens sont contents, ils n'en sortent plus. Voilà. Je vais laisser voilà, vous avez donné mon avis. Je vais laisser la parole à Guillaume. Merci Hugues. Alors moi je vais parler comme un médecin de soins palliatifs qui se refuse inconditionnellement de provoquer la mort. La sédation n'a en aucun cas une intentionnalité de faire mourir. Nos arguments, c'est d'abord une aberration sociétale que cette loi d'aide active à mourir qui va transgresser l'interdit de donner la mort, qui est la base de toute société humaine. Ça, c'est un premier point. On va le confier à des soignants. Est-ce que donner la mort est un soin? Le soin, je rappelle, a pour but d'améliorer l'état de santé d'un patient. Est-ce que la mort améliore l'état de santé d'un patient? Bien sûr que non. C'est faire le choix d'une société individualiste au détriment d'une société collective et fraternelle que d'aboutir à une telle loi. Je rappelle qu'effectivement, le suicide au sens large est une liberté. Effectivement, c'est un acte autonome et volontaire. Mais ce n'est en aucun cas, liberté n'est pas synonyme d'autonomie, surtout quand on implique un tiers, le soignant. Donc c'est une aberration d'un point de vue sociétal, c'est une aberration d'un point de vue individuel. Effectivement, 85% des Français sont favorables à l'euthanasie. Vous avez interrogé ici, chers politiques, les bien portants, interrogé les patients en fin de vie qui seraient potentiellement concernés par une telle loi. On impose à ces patients en fin de vie, forcément, avec l'existence d'une loi, de se poser la question, alors qu'on sait bien que l'être humain est incapable de projeter une qualité de vie dans une situation de santé dans laquelle il n'est pas. Donc effectivement, on va imposer à ces patients qui ne se posaient pas la question, de se poser la question de celle de la mort. Après, Hugues l'a évoqué, seuls 30 à 40% des patients qui ont besoin de soins palliatifs y ont accès. Il y a 20 départements en France qui n'ont pas de structure spécialisée de soins palliatifs et le choix d'une telle loi, c'est bien sûr de pouvoir répondre à la souffrance par le fait de donner la mort, alors que d'autres pourront avoir bénéficié d'un accompagnement. Alors après, on vous a parlé des dérives, effectivement. Qui va évaluer la capacité d'un patient à pouvoir décider d'une telle sanction, puisque c'est ça que le médecin va devoir faire. Vous savez bien que la capacité médicale n'est pas définie, la capacité juridique est bien différente d'une capacité à prendre une décision médicale. Qui va évaluer le pronostic qui n'a aucune valeur scientifique à l'échelle individuelle. Et on va potentiellement, effectivement, donner la mort à des patients dont l'état de santé pourrait potentiellement s'améliorer en termes de qualité de vie et donc qui vont changer d'avis. Qu'est-ce qu'on fait de l'ambivalence des patients en fin de vie qui changent tout le temps d'avis? Et effectivement, un mort ne change pas d'avis. Mais si on lui a donné la mort, effectivement, c'est foutu. Et comment encadrer une telle loi quand on peut prendre l'exemple dans les pays étrangers, où les dérives, vous les connaissez, elles sont multiples. Vous savez qu'aujourd'hui, au Canada, la notion de pronostic engagé a totalement disparu, qu'en Belgique, au Canada, c'est autorisé chez les mineurs, chez les malades psychiatriques, chez les polypathologiques, ou encore pour, entre guillemets, vie accomplie. Ce sont des motifs légitimes aujourd'hui d'euthanasie dans ces pays-là. Donc je ne sais évidemment que ça engage des dérives qui sont inacceptables d'un point de vue éthique. Vous donnez quelques chiffres, il y a 657 000 décès par an en France, 45 personnes vont en Suisse.
75 personnes vont en Belgique. Ce ne sont pas les Français, ce sont tous les non-résidents belges. Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui de prendre le risque d'une telle loi pour des situations comme celle-là? Je ne pense pas. Je vous remercie. Je vais terminer avec un aparté de ce qui est proposé dans la loi à venir. C'est que lorsque le patient qui souhaite une aide médicale à mourir ne pourra pas le faire lui-même, on va donner la possibilité à un tiers, non soignant, non infirmier ou non médecin, de pouvoir lui administrer la préparation pharmaceutique létale. Nous, en réanimation, ma société savante, elle nous apprend une chose pour les patients en fin de vie dont on va arrêter la réanimation, c'est qu'en aucun cas, la décision ne doit revenir à la famille. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop culpabilisant et que ces gens, pour la plupart d'entre eux, souffrent par la suite, ce qu'ils disent, que lorsqu'ils ont pris la décision ou la responsabilité d'un arrêt des soins, ils souffrent de stress post-traumatique. Donc là aussi, je demande à voir à court, moyen et long terme le devenir de ces proches qui auront administré la substance létale à leurs parents. Merci. Bon, Guillaume et Hugues, merci beaucoup d'avoir accepté de parler si vite de ce sujet si lourd. Attends encore un tout petit peu, Nicolas. Attends encore un tout petit peu. Le collectif Santé en danger, bon, moi je me suis clairement positionné, j'ai demandé à l'avis de personne dans le collectif, mais j'ai répondu dans les médias que ce projet de loi était un pur scandale éthique et sociétal. Ces gens-là n'y connaissent rien, c'est un truc complètement fou. Mais comme moi, du coup, je ne suis pas du tout objectif, je pense que les patrons de réanimation et les patrons de soins palliatifs le sont peut-être un peu plus. Et vous voyez bien que nous, on va continuer à militer et finalement les professionnels sont d'accord avec nous une fois de plus.